Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité en Afrique avant la colonisation. Je vais en parler de manière un peu plus brève et dans les prochaines semaines qui viendront ou qui suivront, je vous parlerai peu à peu de chaque tribu, chez les Dogons, chez les Bemba, chez les Hemba, chez les Zoulous et comment ça s'est passé. Surtout les rites d'initiation, comment la nudité était perçue et comment le cinéma a changé la vision qu'on a de la nudité. C'est maintenant que j'en parle. Si tu aimes ce genre de sujets, abonne-toi, moi je suis Mira du Neuva-Guinée et je parle des choses de l'Afrique. Voilà, tout simplement. Je suis conteuse panafricaine. Déjà, il faut savoir qu'en Afrique, il y avait ce qu'on appelait les rites d'initiation. Les rites d'initiation n'étaient pas sorciers. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, c'est de la sorcellerie, on va nous initier à devenir des sorciers. Non. Les rites d'initiation pour les jeunes, surtout, c'était pour leur apprendre à vivre. Il fallait avoir un certain âge. À partir de l'âge de la puberté, que nous appelons l'adolescence, et qu'il y avait certains corps qui s'est développé, tout comme chez la femme, tout comme chez la jeune fille, tout comme chez les jeunes hommes, on leur apprenait à comprendre leur corps, à leur apprendre c'est que chaque partie de leur corps, à quoi il servait, que ce soit au niveau de la chose ou au niveau de deux mamelons que Dieu nous a donnés, voilà, on va appeler ça comme ça. Et puis on leur apprenait aussi les rapports entre hommes et femmes. Comment tu te comportes avec ton grand frère, ton père, ton grand-père, un homme extérieur et un homme qui veut t'épouser. Et surtout, on les initiait aussi au mariage. Donc, les rites d'initiation, c'était d'abord pour leur apprendre les savoir-vivre en communauté. Et deuxièmement, pour leur apprendre c'est quoi le mariage, c'est quoi la procréation, pourquoi on doit mettre au monde, pourquoi on se marie, quelle est l'importance, quel est le rapport entre hommes et femmes en tant que mari et femme, et surtout l'adultère. Par exemple, une fois que vous êtes marié, que ton mari te trompe ou ta femme te trompe, il y avait des sanctions. Vous voyez, donc dans les rites d'initiation, on leur apprenait tout ça. Et en ce qui concerne la consommation de la chose, les sexes, on leur apprenait certaines positions. Il y a certains chercheurs qui disent que les Kama Sutras viendraient de l'Afrique et que, les Indiens se sont appropriés ça. En tout cas, je n'ai pas encore creusé là-dessus, ce sera une autre vidéo. Donc voilà un peu les rites d'initiation, à quoi ça servait. On leur apprenait certaines positions. Chez nous, en RDC, à Kisangani par exemple, il y a encore des femmes qui pratiquent ça. On leur apprend comment... grâce au mortier, ils prennent le mortier, on leur apprend comment danser sur le mortier en tenant le mortier entre leurs jambes, vraiment avec toute leur force. Vous voyez un peu ce genre de choses. Chez les peuples Dogon, par exemple, ils avaient 7 rites d'initiation. Chaque rite durait 7 ans. Il y a l'un des rites quand on arrive à 21 ans, qui est un âge où tu es censé procréer. On t'apprenait à étudier ton bas ventre. À quoi il sert, comment tu vas le faire, comment tu vas te prendre. Par exemple, chez les Kikuyu au Kenya, pour parler des rites d'initiation, on apprenait, il y avait des chambres séparées, des chambres pour les filles et des chambres pour les hommes. Mais de temps en temps, on les laissait se mêler les uns les autres pour leur apprendre les pratiques, les positions, mais sans qu'il y ait pénétration. Et on s'est rassuré à ce qu'il n'y en ait pas. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et puis dans d'autres, par exemple chez les Bemba, où vous allez voir que c'était totalement séparé. Les grands-mamans prenaient le temps de parler aux jeunes filles, de leur dire c'est quoi être mère, devenir femme aussi, devenir maman, allaiter les enfants et tout, comment ça s'est passé, et surtout les bonnes pratiques pour garder son mari au chaud, et aussi les bonnes pratiques pour que le mari garde sa femme aussi au chaud. Donc vous voyez un peu. Les rapports avec la nudité. Il faut savoir que c'est pas partout en Afrique que les gens étaient nus ou dénudés et tout. Donc, certains lieux ont porté des caches-sexes, d'autres lieux ont porté des habits un peu plus légers à cause du climat qui est tropical, qui est très chaud et humide. Donc, il faisait énormément chaud. Et vous voyez ça avec le blanc, non? Quand c'est l'été, il se délaisse un peu. Mais les rapports à la nudité n'étaient pas comme ça. C'est pas parce que tu vois le sein nu d'une femme que tu es surexcité et que tu veux tomber sur elle comme un bonobo affamé. Les rapports à la nudité étaient vraiment très respectés parce que tout le monde connaissait ses limites et tout le monde connaissait ses droits. Alors, il y avait moins de violences sexuelles à cette époque-là parce que voir le sein d'une femme nue ne voulait pas dire que c'était ta femme. Donc, chacun savait respecter la femme de l'autre. Il n'y avait pas cette histoire de partout et tout. Et puis, il y avait certaines danses. Ces danses-là, elles permettaient d'initier les gens à la sexualité. C'était des danses qu'on leur apprenait, des danses maritales, par exemple. Dans ton lit, comment tu vas danser pour ton mari. Chez les Sénégalais, par exemple, vous allez voir qu'ils utilisent très souvent les bing-bing. Les bing-bing, ce sont les perles qu'on met sur la hanche. Là, la femme, elle doit danser pour séduire son mari. Vous voyez un peu. Chez les Wolof. Et je pense d'autres tribus aussi, la plupart.
Et puis, vous allez vous rendre compte que les twerk, par exemple, c'est une danse qui n'avait pas pour objectif d'utiliser chez les stripteaseurs comme ils utilisent ça aujourd'hui. Les twerk, c'était une danse qui annonçait que la jeune fille était prête à se marier. Et dans certains rites, il y avait lors des danses, la jeune femme ou le jeune homme pouvait choisir sa femme. Donc, selon l'attrait, selon comment ils se sont séduits ou pas. Alors, voyez, l'homme et la femme mettaient au monde principalement, se mettaient en couple pour procréer, assurer la lignée. Parce que plus tu étais seul, tu étais isolé, tu ne pouvais pas survivre. Donc, il fallait survivre en communauté, en troupe. Et il fallait assurer un clan. Pour qu'un clan devienne un clan, il faut qu'il y ait plus d'enfants. Donc, c'est comme ça que vous allez voir que la polygamie est aussi entrée en jeu. Parce qu'on s'est rendu compte que pour travailler et cultiver la terre très rapidement et partir au champ, ou pour faire la chasse ou la cueillette, on avait besoin de plus de main d'œuvre. Et donc, la polygamie a servi aussi quelque part à cela. Alors, par rapport au rapport de mes conduites, les sages surveillaient vraiment. Ils se rassuraient que telle personne n'a pas violenté telle autre. Et il y avait vraiment des sanctions tant pour l'adultère, tant pour le violent sexuel qui était vraiment très minime par rapport à aujourd'hui, et tant pour le mauvais comportement. Par exemple, les hommes ou les jeunes hommes qui vont aller épier les filles qui sont dans la rivière en train de se laver. Ça, c'était des comportements qui étaient vraiment interdits. C'est pour cela qu'ils prenaient vraiment le temps de séparer lors des rites d'initiation les jeunes filles des jeunes hommes. Parce que dans ces rites-là, on apprenait aussi comment prendre des bains intimes et prendre soin de son corps. Alors, pour clore cette vidéo, quel est le rapport entre la nudité et le cinéma aujourd'hui? Le cinéma a beaucoup hypersexualisé la nudité, alors que nos ancêtres, pour eux, quand ils étaient nus, n'étaient pas dans le but de vouloir provoquer ou séduire qui que ce soit. C'était juste un besoin des climats. Il faisait énormément chaud et donc c'était difficile de porter des habits très lourds ou des habits beaucoup trop lourds. Donc on portait des habits légers ou carrément. Dans certaines régions, on était totalement nus ou bien on s'est caché juste les sexes et c'est tout. Mais comme ils avaient déjà initié les jeunes à la bonne conduite, à respecter la femme, à savoir que la femme est la mère de la nation, c'est elle qui procrée, c'est elle qui donne la vie, donc il y avait ces respects-là. Il y avait par contre certaines attitudes qu'on pouvait avoir pour démontrer que celui-là, il est prêt à se marier ou il veut se marier. Ça pouvait être le maquillage, ça pouvait être le chant, ça pouvait être les danses pour démontrer que voilà, elle est prête à prendre époux ou bien il est prêt à prendre épouse. Mais cela se faisait toujours avec la communauté qui décidait à organiser, ça peut être un festival de danse ou bien des chants lors de périodes de fertilité et tout, pour peut-être rendre grâce à tel ou tel autre dieu. Mais aujourd'hui, les cinémas, quand on nous montre une femme qui porte un bikini, donc elle est sexy, ça veut dire elle excite les hommes et tout. Alors que normalement, ça ne devrait pas être ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus pervers avec les films pornographiques qui a changé carrément la vision qu'on a de la nudité. Aujourd'hui, la nudité égale sexualité, alors que les deux ne sont pas forcément pareils comme je viens de vous le dire. Alors, voilà la vidéo. J'entrerai dans plus de détails prochainement pour chaque peuple. Il y en a plusieurs peuples, comme au Lesotho, par exemple, comment est-ce qu'ils séparaient les cases carrément et ce qu'ils apprenaient exactement aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Ça, c'était déjà une introduction pour vous dire que la sexualité, elle était gérée, maîtrisée et c'était sain. C'était de manière très, très saine. C'était pas de manière perverse comme aujourd'hui. Et oui, ces gens-là savaient consommer et pratiquer la chose, mais c'était des gens qui n'étaient pas bestiales. Ils savaient s'y retenir. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On voit un petit bout de sein à l'air. Oh, très vite, on s'achante. Bye et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.